La jungle de Nouvelle-Guinée semblait avaler le moindre son. 18 août 1943, le sergent Mitchell Page Jenkins, de la 1re division des Marines, scrutait à travers l'enchevêtrement de lianes et de larges feuilles tropicales. Sa respiration était lente, contrôlée. L'humidité écrasante lui collait à la peau, comme une couverture chaude et mouillée, tandis que la sueur lui coulait le long des tempes. Il sentait au fond de la gorge ce goût métallique, celui de la peur, mais ses mains restaient stables sur son fusil Springfield M1903A1. À 300 yards devant eux, des tireurs d'élite japonais éliminaient méthodiquement quiconque tentait d'avancer sur la crête menant à la position américaine. 4 Marines étaient déjà tombés ce matin-là. « Monsieur, ils ont verrouillé tout le passage », murmura Jenkins au lieutenant Harold Fitzroy, accroupi à ses côtés. « On ne peut pas avancer dans cette zone de tir, pas de la manière que le commandement exige. » Le visage du lieutenant se durcit. « Ce sont les ordres, Jenkins. Nous montons cette crête dans 30 minutes. » Jenkins avala difficilement sa salive, balayant du regard la canopée dense qui couvrait la vallée. La doctrine standard voulait que les tireurs d'élite se placent au sol, bien camouflés. Mais quelque chose clochait l'angle des tirs, la manière dont les Japonais semblaient disparaître après chaque détonation. « Monsieur, ils ne sont pas au sol », souffla-t-il, presque sans voix. « Ils sont dans les arbres, et c'est là que je dois aller. » Le regard de Fitzroy se rétrécit. « Absolument pas. Les tireurs d'élite des Marines suivent le protocole. Nous ne grimpons pas aux arbres comme des singes. » Jenkins sentit le poids de sa décision lui écraser la poitrine plus lourdement que son équipement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, si nous suivons le protocole, nous serons tous morts avant le coucher du soleil. » Avant que Fitzroy ne puisse répondre, Jenkins s'éloignait déjà, se dirigeant vers un immense banyan qui s'élevait à près de 30 mètres dans la canopée. Jenkins siffla. « Fitzroy. C'est un ordre direct. Revenez immédiatement. » Mais le sergent, Mitchell Page Jenkins, disparaissait déjà dans le feuillage, son fusil en bandoulière. En grimpant, il pensa aux plateformes de tir qu'il construisait enfant, lorsqu'il chassait les écureuils dans la campagne du Mississippi. Ce souvenir lui donna du courage, désormais sa carrière, et la vie de ses camarades dépendait de cette ascension non autorisée. Personne, ce matin-là, dans la 1re division des Marines, ne savait qu'un seul acte de désobéissance allait réécrire l'histoire du champ de bataille et sauver des dizaines de vies américaines pendant la campagne brutale de Nouvelle-Guinée. Mitchell Page Jenkins était né le 30 juin 1921 dans la petite ville de Greenwood, Mississippi, 3e fils d'une famille de métayers travaillant les champs de coton appartenant aux Patterson. Dès son plus jeune âge, son père Abraham Jenkins lui avait appris à chasser pour compléter les repas maigres de la famille. À 10 ans, le jeune Mitchell pouvait abattre un écureuil à 50 yards avec le vieux fusil .22 de son père. « Ce n'est pas l'arme qui compte, » disait Abraham. « C'est de savoir où se placer et quand rester immobile. » Ces leçons s'étaient gravées dans son esprit pendant les longues journées passées à construire de petites plateformes dans les arbres 15 ou 20 pieds au-dessus du sol, où il attendait patiemment que le gibier passe dessous. Ses frères préféraient chasser depuis le sol, mais Mitchell avait compris que la hauteur lui offrait un avantage meilleure visibilité et odeur dissimulée au-dessus des animaux. Son enfance fut rude. Les Jenkins affrontaient la pauvreté du Mississippi en pleine dépression et la ségrégation raciale du Sud profond. L'école était un luxe auquel Mitchell ne pouvait assister qu'entre les saisons de récolte, mais il dévorait tous les livres qu'il trouvait surtout ceux traitant de mécanique.
et d'ingénierie. Ce garçon a l'esprit comme un piège d'acier, disait fièrement sa mère. Toujours en train de comprendre comment les choses fonctionnent, comment les améliorer. À 17 ans, Mitchell était devenu un jeune homme, grand mince, doté d'une stabilité de main exceptionnelle et d'une vue perçante. Un médecin local avait même déclaré qu'il possédait la meilleure acuité visuelle qu'il ait jamais testée, capable de lire la dernière ligne du tableau à 2 fois la distance normale. Mais les perspectives pour un jeune homme noir dans le Mississippi restaient extrêmement limitées, et Mitchell le savait. Lorsque la guerre frappa l'Amérique le 7 décembre 1941, il avait 20 ans et travaillait comme aide-mécanicien dans un garage de Jackson. Le propriétaire, M. Callaway, avait perçu son talent et l'avait embauché, malgré les protestations de certains clients blancs. Le lendemain de Pearl Harbor, Mitchell se présenta au bureau de recrutement pour apprendre que le corps des Marines n'acceptait pas les candidats noirs. La politique fit mal, mais elle ne le surprit pas. Il s'enrôla alors dans l'armée, affecté à une unité de soutien ségrégée. Il ne savait pas encore qu'un ordre présidentiel allait bientôt tout changer et que les compétences de chasseur apprises dans les arbres du Mississippi feraient bientôt la différence entre la vie et la mort pour des dizaines d'hommes. En juin 1942, le président Roosevelt publia le décret Weebly Service II interdisant toute discrimination raciale dans l'industrie de la défense et dans les institutions gouvernementales. Bien que cette mesure n'ait pas immédiatement intégré les forces armées, elle mit une pression considérable sur chaque branche militaire pour qu'elles commencent à accepter des recrues noires. Plus tard, durant l'été, le corps des marines consentit à contre-cœur à enrôler ses premiers soldats noirs, mais ils furent formés à part au camp Montford Point, une installation ségrégée située près du camp Lejeune, en Caroline du Nord. Jenkins, encore dans l'armée, à cette époque, mais déjà reconnu pour sa précision exceptionnelle, au tir demanda un transfert, dès qu'il apprit que les Marines avaient ouvert leur rang. Ces scores impressionnants avaient attiré l'attention de plusieurs officiers, et avec l'intensification de la guerre dans le Pacifique, le besoin en tireurs d'élite surpassait les autres considérations. Son transfert fut approuvé en novembre 1942. À Montford Point, Jenkins et les autres recrues noires affrontèrent un entraînement épuisant et une discrimination constante. Les instructeurs les poussaient au-delà des limites habituelles, déterminés à prouver qu'ils ne pouvaient égaler les Marines blancs. Les infrastructures étaient médiocres et les permissions plus strictement limitées que pour les stagiaires de camp Lejeune. Ils s'attendent à ce qu'on échoue, murmura Jenkins à son compagnon de chambrée, un soir après une journée particulièrement dure. Alors il va falloir qu'on soit 2 fois meilleur. Et Jenkins l'était surtout sur le pas de tir. Pendant la phase de qualification, il obtint un score parfait, chose que seuls 3 autres stagiaires avaient réussi ce mois-là dans tout le camp. L'officier responsable du stand, un vieux sergent d'artillerie nommé McGruder, fixa sa cible d'un air stupéfait. « Où avez-vous appris à tirer comme ça recrues ?»« Sur les écureuils, monsieur, » répondit Jenkins. « Au Mississippi, les écureuils sont de toutes petites cibles. » McGruder esquissa presque un sourire. « Presque. Eh bien, les Japonais sont plus gros que les écureuils, mais eux, ils tirent en retour. Souvenez-vous-en. » L'adresse exceptionnelle de Jenkins lui valut une formation supplémentaire. Alors que la plupart des Marines de Montford Point étaient affectés à des bataillons de défense ou à des compagnies de munitions unités ségrégées tenues à l'écart des combats de première ligne, Jenkins fut sélectionné pour une formation de tireur d'élite spécialisée, chose rarissime pour un marine noir à l'époque. Son instructeur,
un lieutenant endurci, nommé Harrington, vétéran de Guadalcanal, abordait l'entraînement avec un pragmatisme froid qui transcendait les préjugés. « Je me moque que tu sois violette à pois jaunes », lui lança-t-il dès le premier jour. « Si tu mets tes balles sur la cible, tu sauveras des vies de Marines. C'est tout ce qui compte pour moi. » Pendant ces 8 semaines d'entraînement intensif, Jenkins absorba tout calcul du vent et de l'élévation lecture du terrain, camouflage, patience et observation. Mais il ne parla jamais de ces plateformes dans les arbres de son enfance. Les tireurs d'élite des Marines tiraient selon la doctrine depuis des positions camouflées au sol. Ces idées non conventionnelles auraient été rejetées d'emblée. Lorsqu'il embarqua enfin pour rejoindre la première division des Marines dans le Pacifique Sud, au début de 1943, Jenkins faisait partie des moins de 20 Marines noirs, ayant achevé la formation de tireurs d'élite. Il avait gagné ses galons de sergent, mais savait que pour beaucoup, il devait encore prouver sa valeur. En montant à bord du navire de transport à San Diego, un officier l'arrêta. « Sergent Jenkins », dit le capitaine, en consultant ses papiers. « Il est écrit ici que vous avez obtenu la qualification expert sur toutes les armes qu'on vous a mises entre les mains. »« Oui, monsieur », répondit Jenkins au garde-à-vous. « Bien, là où nous allons, nous aurons besoin de chaque tireur possible. » Le capitaine lui rendit ses papiers. Les Japonais en Nouvelle-Guinée. Ce sont des fantômes dans ces jungles. Là, une minute disparut la suivante. Jenkins hocha la tête, pensant au bois du Mississippi de son enfance. Monsieur même les fantômes saignent quand on les trouve. Il ignorait encore que sa plus grande épreuve ne viendrait pas de l'ennemi, mais de la rigidité doctrinale de l'armée, incapable de comprendre les exigences uniques de la guerre dans la jungle. Et il ne pouvait deviner que bientôt les compétences acquises en chassant dans les arbres du Mississippi seraient tout ce qui se dresserait entre la vie et l'anéantissement de ses camarades Marines. À la mi-1943, la guerre du Pacifique atteignait un tournant critique. La stratégie dite du saut d'île en île, destinée à rapprocher les alliés du Japon, avait conduit les forces américaines en Nouvelle-Guinée, vaste île située juste au nord de l'Australie. Sa jungle dense, son climat étouffant et son relief montagneux en faisaient l'un des champs de bataille les plus redoutables de la guerre. Les maladies y causaient presque autant de pertes que les combats paludistes. Dengue, dysenterie ravageaient les unités avec des effets dévastateurs. Les Japonais avaient construit d'immenses positions défensives sur l'île notamment, autour des aérodromes et des ports stratégiques. Contrairement aux plages ouvertes d'autres îles du Pacifique, la canopée épaisse de la Nouvelle-Guinée offrait une couverture parfaite pour les tireurs embusqués et les nids de mitrailleuses dissimulés. Les tactiques classiques s'avéraient souvent inefficaces dans cet environnement où la visibilité dépassait rarement 50 mètres et où les cartes se révélaient inutiles face à la complexité du terrain. Pour les Américains, conquérir la Nouvelle-Guinée était essentiel à la stratégie du général MacArthur qui visait à remonter vers le Japon par les Philippines. « Je reviendrai », avait-il promis, après avoir été contraint d'évacuer les Philippines en 1942. La Nouvelle-Guinée représentait donc une étape cruciale vers la réalisation de cette promesse. La première division des Marines, déjà légendaire, après la bataille sanglante de Guadalcanal, faisait maintenant face à un défi totalement différent. Elle débarqua sur la côte nord-est en juillet 1943, chargée de sécuriser les points stratégiques permettant la progression vers les bastions japonais. Les rapports de renseignement indiquaient que la 28e division d'infanterie japonaise avait fortifié une série de crêtes dominant les approches côtières. Ces troupes japonaises aguerries
combattaient en milieu de jungle depuis des années et avaient perfectionné l'art du camouflage et de l'embuscade. Elles étaient retranchées, déterminées et dangereuses, en particulier leurs snipers, qui avaient mis au point des tactiques spécialement adaptées à l'environnement de la jungle. Ce que les commandants américains n'avaient pas pleinement mesuré, c'était la manière dont les tireurs d'élite japonais s'étaient adaptés au combat en forêt tropicale. La doctrine américaine standard, enseignée dans toutes les écoles de tireurs d'élite, mettait l'accent sur des positions dissimulées au sol, offrant de bons champs de tir. Mais le fourré dense de la Nouvelle-Guinée limitait la visibilité depuis le sol et imposait des adaptations qui n'apparaissaient dans aucun manuel. Au moment où le sergent Jenkins et son unité prirent position près des monts Tessio Torricelli, le 15 août 1943, la campagne avait déjà coûté des centaines de vies américaines. La première division des Marines reçut l'ordre de sécuriser une série de crêtes qui ouvriraient l'accès aux aérodromes japonais plus à l'intérieur des terres. Ce qui aurait dû être une avance relativement simple s'était transformé en un cauchemar d'ennemis cachés et d'embuscades dévastatrices. Le colonel Lewis Chesty Puller, commandant du 1er régiment, avait réuni ses officiers pour un briefing la veille de la fatidique décision de Jenkins. « Messieurs, » dit Puller, le visage éclairé par une lampe abritée dans la tente de commandement, « nos renseignements évaluent à environ 200 le nombre de défenseurs japonais retranchés sur ces crêtes. » Il indiqua une carte étalée sur une table de fortune. Ils sont bien approvisionnés, bien positionnés, et ils ont eu des mois pour se préparer. Mais nous sommes des Marines, et nous allons prendre ce terrain. Le lieutenant Fitzroy leva la main. « Monsieur, nous avons perdu 17 hommes à cause de snipers ces 3 derniers jours, tous le long du même accès. Je demande la permission d'envoyer une équipe de reconnaissance pour localiser ces positions de tir avant d'avancer. » Puller réfléchit un instant. « Demande refusée. Lieutenant, nous n'avons pas le temps. Le commandement veut cette crête sécurisée pour demain soir. Vous avancerez comme prévu à 09h. Les ordres étaient clairs. Avancer la crête en appliquant les tactiques standards de tir et de manœuvre avec 3 pelotons progressant par bons coordonnées, pendant que des tirs d'appui des mitrailleuses supprimaient les positions ennemies. C'était de la doctrine Marine Corps, éprouvée sur de nombreux champs de bataille. Mais la Nouvelle-Guinée n'était pas un champ de bataille de manuel, et les défenseurs japonais ne combattaient selon aucun des livres étudiés par les Marines. Ce que les Américains ignoraient, c'était que la force japonaise à laquelle ils faisaient beau face n'était pas de 200 hommes, comme l'avait estimé le renseignement, mais plutôt proche de 350, comprenant un groupe spécialisé d'environ 35 snipers, formés spécifiquement pour les opérations en jungle. Ces tireurs d'élite avaient mis au point une tactique rarement vue auparavant. Ils opéraient depuis des plateformes soigneusement construites, très hautes dans la canopée, où leur visibilité était supérieure, tout en demeurant pratiquement invisibles depuis le sol. Depuis ces positions élevées, ils pouvaient observer les mouvements américains sur les approches de la crête et délivrer des tirs dévastateurs depuis des angles inattendus. Les tactiques conventionnelles de contre-sniper étaient inutiles contre un ennemi qu'on n'avait jamais pensé à chercher dans la cime des arbres. La veille de l'assaut prévu, Jenkins avait écouté attentivement le lieutenant Fitzroy briefer le peloton sur l'opération du lendemain. On part à 09h. 3 escouades avancent en séquence avec du tir couvrant fourni par la compagnie de mitrailleuses 30, expliqua Fitzroy en désignant un croquis grossier du terrain. Le renseignement pense qu'il y a des snipers japonais dans ces secteurs. Il encercla plusieurs points sur la carte. Restez vigilants et gardez la tête baissée. Le soldat de première classe
Ramon Diaz, un remplaçant arrivé dans l'unité seulement 2 semaines plus tôt, leva la main. « Monsieur, comment est-on censé repérer des snipers dans cette jungle? On voit à peine à 20 yards dans n'importe quelle direction. On ne les repère pas, soldats, » répondit Fitzroy, sombre. « On repère leurs flammes de bouche si on a de la chance. Sinon, on continue d'avancer et on fait confiance à nos camarades sur les flancs pour les neutraliser avant qu'ils ne nous aient. » Jenkins était resté silencieux pendant le briefing, mais lorsque les hommes se dispersèrent pour préparer leur équipement, il s'approcha du lieutenant en privé. « Monsieur, » commença-t-il, prudemment, « j'ai étudié le schéma des tirs de ces snipers. Il y a quelque chose qui ne colle pas. » Fitzroy leva les yeux de sa carte. « Que voulez-vous dire, sergent? »« Les angles, monsieur. J'ai regardé où nos hommes sont atteints. Les balles arrivent avec une trajectoire descendante, plus raide que ce qu'on attendrait d'un tir depuis le sol même, en tenant compte de la pente. » Le lieutenant fronça les sourcils. « Que suggérez-vous? Je pense qu'ils sont au-dessus de nous, monsieur, dans les arbres. Voilà pourquoi on ne peut pas les repérer, et pourquoi notre tir de contre-batterie n'est pas efficace. » Fitzroy balaya l'idée d'un geste de la main. « Ce n'est pas ainsi que les snipers opèrent, sergent. Les Japonais suivent la même doctrine tactique de base que nous. Tirer depuis les arbres, c'est instable, et ça limite la mobilité. Aucun tireur entraîné ne choisirait cette position. » Jenkins voulut protester, mais il savait que ce serait inutile. La doctrine militaire était traitée comme une parole d'évangile, et suggérer des alternatives, surtout venant de l'un des rares sous-officiers noirs de la division, aurait probablement été perçu comme de la présomption. Il se contenta donc d'acquiescer. « Oui, monsieur, juste une idée. Tenez-vous au plan, Jenkins, » répondit Fitzroy. « Nous avançons à 09 heures rouge. » Cette nuit-là, tandis que la pluie battait la canopée et s'infiltrait sur les Marines blottis en dessous, Jenkins resta éveillé, ruminant le problème. Il repensa à ses journées d'enfance dans le Mississippi, à la parfaite immobilité qu'il atteignait sur ses plateformes dans les arbres, à la perspective différente qu'offrait la hauteur. À l'aube, il avait pris sa décision, bien qu'il sût qu'elle pourrait lui coûter ses galons ou pire. Lorsque les premières lueurs du 18 août 1943 filtrèrent à travers le feuillage dense, les Marines du 2e peloton se préparèrent à l'assaut. La crête devant eux semblait calme, presque paisible, sous la lumière du matin. Les oiseaux appelaient depuis la canopée, et les insectes bourdonnaient autour des uniformes trempés de sueur. Jenkins vérifia une dernière fois son fusil Springfield, s'assurant que la lunette était bien fixée et que le mécanisme restait propre malgré l'humidité omniprésente. À côté de lui, le soldat Ramon Diaz tripotait nerveusement son même garant. « Première fois sur le terrain ?» demanda calmement Jenkins. Diaz hocha la tête, le visage tendu. « On nous a formés pour les plages et la campagne ouverte. Personne n'a parlé de combattre des fantômes dans un enfer vert. » Jenkins observa le jeune marine, pas plus de 19 ans, une fine moustache à peine formée et glissée dans la bande de son casque, la photo d'une jolie fille, brune sœur fiancée ou épouse. Jenkins l'ignorait. « Écoute, » dit-il doucement, « reste bas bouge quand le sergent te le dit, et surveille les arbres. » Les arbres, fit Diaz surpris. « Fais-moi confiance, ne regarde pas seulement le sol, regarde en l'air. » Le lieutenant Fitzroy circulait parmi les hommes, vérifiant l'équipement et donnant ses dernières instructions. Lorsqu'il atteignit Jenkins, il s'arrêta. « Votre mission est d'identifier et d'éliminer tout sniper visant notre progression, sergent. Procédure de contre-sniper standard. Compris. »« Oui, monsieur, » répondit Jenkins,
sachant déjà qu'il désobéirait dès que le lieutenant aurait disparu de sa vue. À 09h précise, la première escouade commença à gravir la crête, profitant des maigres couverts que leur offraient les rochers et la végétation. Jenkins resta en arrière, observant attentivement le moindre signe d'activité ennemie. Pendant 5 minutes, l'avance se déroula sans incident. Puis soudain, un coup de feu retentit, suivi aussitôt d'un autre. 2 Marines tombèrent, l'un la gorge traversée, l'autre une balle en plein torse. « Sniper !» cria quelqu'un, et les Marines se jetèrent à couvert, ripostant à l'aveugle dans la jungle. Le lieutenant Fitzroy rampa jusqu'à la position de Jenkins. « Vous voyez d'où ça vient ?» Jenkins balaya du regard la lisière opposée, non pas le sol, mais la canopée. Un instant, il crut apercevoir quelque chose, un léger mouvement à environ 18 millimètres de haut dans un grand banyan. « Je crois, monsieur, mais il me faut un meilleur point de vue. » Avant que Fitzroy ne puisse répondre, 3 autres coups claquèrent dans l'air lourd, et un autre marine s'effondra. Les snipers japonais les abattaient avec une précision méthodique, insensibles aux tirs de riposte dirigés vers le sol. C'est à cet instant que Jenkins prit sa décision fatale. Il s'éloigna du groupe principal et se dirigea vers un immense banyan qui se dressait derrière leur position. En commençant son ascension non autorisée, il savait qu'il violait des ordres directs et la doctrine officielle. S'il survivait, il risquait la cour martiale, et si son intuition était fausse, il abandonnerait son unité en plein combat, l'un des crimes les plus graves du droit militaire. Mais quelque chose profondément ancré dans ses tripes lui disait qu'il avait raison. Et s'il l'était, la vie de dizaines de Marines dépendait de lui. L'ascension fut pénible, rendue plus difficile encore par la nécessité d'empêcher son fusil de s'accrocher aux branches et aux lianes. Jenkins avançait prudemment, testant chaque prise avant d'y mettre son poids. Le réseau racinaire, aérien du banyan, formait des poignées naturelles, et ses années à grimper aux chênes et aux carriers du Mississippi lui avaient appris à répartir son poids efficacement. À une quinzaine de mètres du sol, il trouva ce qu'il cherchait, une plateforme naturelle formée par plusieurs grosses branches convergentes, partiellement dissimulées par le feuillage, mais offrant une vue dominante sur la crête et la jungle en face. Il s'installa, essuya la sueur de ses yeux et décrocha soigneusement son fusil. À travers la lunette, le champ de bataille prit une toute autre dimension. Ce qui semblait depuis le sol un mur impénétrable de végétation révélait maintenant des motifs subtils, détroués des zones de contraste. Jenkins scruta méthodiquement la canopée opposée, cherchant la moindre irrégularité qui trahirait une présence humaine. Là, environ 60 degrés sur sa droite, à quelques 275 mètres, quelque chose ne collait pas avec le schéma naturel du feuillage. Il ajusta la mise au point, une plateforme semblable à la sienne, construite à l'intersection de plusieurs branches d'un grand arbre, partiellement caché par des feuillages disposés avec soin. Et sur cette plateforme reposait un sniper japonais, son fusil braqué sur la crête, où les Marines américains étaient toujours cloués au sol. Jenkins prit une profonde inspiration, calculant la distance, le vent, et la légère chute que la gravité imposerait à sa balle sur une telle portée. Il expira lentement, puis retint son souffle pressant, la détente avec une précision délibérée. Le fusil recula violemment contre son épaule, le coup résonnant à travers la canopée. À travers sa lunette, il vit le sniper japonais tressaillir une fois puis rester immobile. Un de moins. Jenkins se déplaça légèrement sur sa plateforme, balayant la jungle du regard, à la recherche d'autres cibles. Maintenant qu'il savait quoi chercher, d'autres plateformes devinrent visibles à son œil,
entraîné là à environ 70 mètres à gauche de sa première cible, un autre nid de sniper, et au-delà, encore un autre. Les Japonais avaient créé un champ de tir croisé depuis la canopée invisible pour quiconque opérait, selon les tactiques classiques basées au sol. Pendant les 20 minutes suivantes, Jenkins travailla méthodiquement, identifiant et éliminant les tireurs japonais un par un. Chaque tir demandait un calcul minutieux et une exécution parfaite. Entre deux tirs, il changeait légèrement de position pour éviter de révéler sa localisation par un éclat de bouche ou un mouvement perceptible. Au sol, les Marines du 2e peloton furent d'abord déconcertés par le son d'un fusil tirant depuis l'arrière et au-dessus d'eux. Le lieutenant Fitzroy balaya le secteur du regard, cherchant l'origine des tirs. « C'est l'un des nôtres, demanda-t-il à l'opérateur radio à ses côtés. « Je crois que c'est Jenkins, monsieur, répondit le radio. Je l'ai vu se diriger vers ce grand arbre derrière nous, il y a une vingtaine de minutes. » Le visage de Fitzroy s'assombrit. Bon sang, il a désobéi à un ordre direct. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, un fait les frappa, le tir mortel et précis des snipers japonais qui les avaient cloués au sol diminuaient. L'un après l'autre, les postes de tir ennemis se taisaient. Le soldat Diaz, allongé contre un tronc, abattu, releva la tête avec précaution. « Monsieur, quoi que fasse, Jenkins, ça marche. » Les Japs tombent comme des mouches. Fitzroy observa incrédule la situation se renverser. Après 10 minutes sans aucune perte supplémentaire, il prit sa décision. Première escouade, préparez-vous à avancer. Deuxième escouade, tir de couverture. Les Marines progressèrent d'abord prudemment, puis avec une confiance croissante, réalisant que les snipers japonais qui les terrorisaient étaient systématiquement éliminés. Depuis sa position élevée, Jenkins poursuivit son travail méthodique, identifiant et neutralisant les positions ennemies les unes après les autres. 2 heures après le début de l'opération, il avait confirmé 17 snipers ennemis abattus. Sa position dans la canopée lui donnait le même avantage que les Japonais avaient exploité à une différence cruciale. Jenkins était un meilleur tireur. Son enfance passée à chasser dans les arbres du Mississippi lui avait appris à rester parfaitement immobile sur une plateforme en hauteur, à corriger la balistique d'un tir depuis l'altitude et à rester invisible parmi les feuillages. Le cours de la bataille venait de basculer. Ce qui avait commencé comme une embuscade potentiellement dévastatrice se transforma en offensive américaine victorieuse. Le peloton du lieutenant Fitzroy, suivi du reste de la compagnie, avança et sécurisa la crête avant la mi-après-midi, ne subissant que des pertes minimes. Alors que les Marines consolidaient leur position, Jenkins resta perché dans son arbre, continuant à scruter l'horizon, à la recherche de mouvements suspects. Vers 16h00, un mouvement attira son attention. Un groupe d'une dizaine de soldats japonais tentait de déborder la position américaine par l'est en utilisant un ravin invisible depuis la crête. Jenkins activa la petite radio qu'il portait. « Sierra 1 à Blue Leader. Mouvement ennemi sur votre flanc est. Ravin aux coordonnées Tango 7. Environ une escouade se dirige vers votre position. » La voix de Fitzroy grésilla dans l'émetteur. « Reçu, Sierra 1. Pouvez-vous engager ?»« Affirmatif, » répondit Jenkins, ajustant déjà sa visée. Les soldats japonais, avançant en file indienne à travers la végétation, ignoraient qu'ils étaient observés. Jenkins commença par le dernier homme de la colonne, puis remonta méthodiquement vers l'avant. Quand les Japonais comprirent qu'ils étaient pris pour cible, 5 d'entre eux gisaient déjà au sol. Les autres se dispersèrent
Mais la position élevée de Jenkins lui donnait un avantage décisif. En quelques minutes, l'escouade ennemie entière fut neutralisée. Au coucher du soleil, quand Jenkins redescendit enfin de son perchoir, le bilan confirmé des ennemis qu'il avait abattus s'élevait à 27, la plupart des snipers, utilisant les mêmes tactiques en hauteur qu'il venait d'adopter. Lorsqu'il atteignit la position de commandement sur la crête, Jenkins se prépara à recevoir la réprimande qu'il jugeait inévitable. Le lieutenant Fitzroy l'attendait, son expression indéchiffrable. « Sergent Jenkins au rapport, monsieur », dit-il en se mettant au garde-à-vous malgré l'épuisement. Fitzroy resta silencieux un long moment avant de parler. « Vous avez désobéi à un ordre direct, sergent. »« Oui, monsieur, c'est exact. Vous avez quitté votre position assignée sans autorisation. »« Oui, monsieur. » Le visage sévère de Fitzroy se fendit soudain d'un sourire fatigué. « Et vous avez sauvé toute cette opération. 27 ennemis confirmés abattus, Jenkins. La plus efficace action de contre-sniper que j'ai jamais vue. » Jenkins resta figé au garde-à-vous, ne sachant que répondre. « Repos, sergent, » dit Fitzroy. « Le colonel Puller veut vous voir. Et pour ce que ça vaut, je vais vous recommander pour la Silver Star. » L'entretien avec le colonel Lewis Chesty Puller fut bref mais décisif. L'officier légendaire écouta attentivement, tandis que Jenkins expliquait son raisonnement et décrivait les tactiques japonaises qu'il avait observées. « Alors, vous avez conclu qu'ils étaient dans les arbres à cause de l'angle des tirs ?» demanda Puller. « Oui, monsieur, et aussi parce que nous ne pouvions pas les repérer malgré des champs de tir dégagés. Ils devaient forcément être au-dessus de notre ligne de vue. » Puller hocha la tête pensif. « Et vous avez appris ce truc de grimper aux arbres en chassant les écureuils dans le Mississippi, oui, monsieur. Mon père m'a appris que pour chasser quelque chose qui vit dans les arbres, il faut parfois aller là où il est. » Puller esquissa un sourire. Sagesse simple. Parfois les meilleures innovations tactiques viennent de l'extérieur des manuels. Il étudia Jenkins un instant. « Vous réalisez que techniquement je devrais vous traduire en cour martiale pour avoir désobéi à un ordre direct en plein combat. »« Je le comprends, monsieur. » Puller fit un geste de la main, comme pour balayer l'idée. « Mais je ne vais pas le faire. Au lieu de ça, je veux que vous formiez une douzaine d'autres tireurs d'élite assez techniques. Nous combattons les Japonais selon leurs règles depuis trop longtemps. Il est temps que nous nous adaptions. » « Monsieur, » répondit Jenkins, stupéfait. « Vous m'avez bien entendu, sergent. À partir de demain, vous allez créer une section spéciale de snipers plateforme, de tir en hauteur, opération de contre-sniper, tout le protocole. Le lieutenant Fitzroy vous assistera dans tout ce dont vous avez besoin. »« Oui, monsieur. »« Merci, monsieur. » Alors que Jenkins se tournait pour partir, Puller ajouta « Encore une chose, Jenkins. Monsieur, le rapport officiel indiquera que vous agissiez sous ordre pour tester une approche tactique expérimentale. » Compris. Jenkins comprit parfaitement. Le corps des Marines n'était pas encore prêt à reconnaître officiellement qu'un sergent noir avait mis au point une tactique contredisant la doctrine établie. « Compris, monsieur. » Les répercussions des actions de Jenkins se propagèrent rapidement à travers la première division des Marines. En quelques jours, il avait mis en place un programme d'entraînement destiné aux tireurs d'élite, sélectionnés leur enseignant les techniques de combat depuis la canopée. Les snipers de la lisière des arbres, comme on les surnomma bientôt officieusement, adoptèrent les méthodes de Jenkins avec enthousiasme. Le soldat Ramon Diaz fut parmi les premiers volontaires. « Si Jenkins peut le faire, je peux l'apprendre. Cet homme m'a sauvé la vie là-haut sur cette crête, » déclara-t-il à ses camarades. L'impact sur les opérations suivantes fut spectaculaire.
Les snipers japonais, habitués à tirer impunément depuis leur position surélevée, se retrouvèrent soudain vulnérables face à des tireurs américains, utilisant les mêmes tactiques mais avec une meilleure précision. Les taux de perte parmi les unités de marine en progression chutèrent de manière significative et l'avantage psychologique changea de camp. Un prisonnier japonais capturé à la fin de septembre 1943 décrivit l'effet sur le moral ennemi. Nous pensions que les Américains ne pouvaient pas nous voir dans les arbres. Puis soudain, nos snipers ont commencé à mourir. Nous avons appelé cela la mort venue d'en haut. Beaucoup ont eu peur d'utiliser les plateformes. En octobre 1943, la technique du perchoir dans les arbres, comme elle fut mentionnée dans des rapports de terrain non officiels, était devenue une procédure standard pour les opérations de Snipers Marines dans les environnements de jungle. Jenkins continua de mener ses hommes depuis le front, participant à plusieurs opérations durant la campagne de Nouvelle-Guinée, accumulant un total de 49 éliminations confirmées, toutes effectuées depuis des positions surélevées. Les histoires officielles du corps des Marines décrivirent plus tard ces tactiques de manière clinique, positions de tir adaptées, pour contrer les déploiements spécifiques de snipers japonais dans des environnements arborés. Mais les Marines qui avaient combattu dans ces jungles connaissaient la vérité. C'était Mitchell Jenkins, un sergent noir du Mississippi, qui avait changé la donne en osant défier la doctrine quand la réalité l'exigeait. Le lieutenant Fitzroy, qui avait d'abord rejeté l'approche de Jenkins, devint l'un de ses plus fervents défenseurs. Dans une lettre à sa femme, datée du 12 novembre 1943, il écrivit « Nous avons un sergent dans notre unité, un homme de couleur nommé Jenkins, qui a sauvé plus de vies de Marines que quiconque que j'ai rencontré dans cette guerre. Il a changé notre manière de combattre dans ces jungles, grimpant aux arbres, comme s'il y était né apprenant aux autres à faire de même. Sans lui, je doute que je serais en train d'écrire cette lettre aujourd'hui. Ironique, non, l'homme que j'ai failli faire passer en cour martiale pour désobéissance est devenu celui que je suivrai jusqu'en enfer. Pour Jenkins, la reconnaissance de son approche n'apporta pas la gloire, mais une satisfaction silencieuse. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il ne faisait qu'appliquer le savoir pratique que son père lui avait transmis des années plus tôt, dans les bois du Mississippi. Lorsqu'un correspondant de guerre tenta de l'interviewer au sujet de ses innovations, Jenkins écarta le sujet. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait faire », répondit-il. « Rien d'extraordinaire à grimper dans un arbre quand c'est là qu'il faut être. » La guerre du Pacifique se poursuivit. Après la Nouvelle-Guinée vinrent les campagnes des Philippines de Peleliu, puis finalement d'Okinawa. Jenkins y servit à chaque étape, sa réputation grandissante auprès de ceux qui savaient mais restant largement ignorés dans les registres officiels. Ces techniques, en revanche, devinrent enseignement standard pour les tireurs d'élite des Marines opérant en environnement de jungle. Lorsque la guerre prit fin en août 1945, le sergent Mitchell Page Jenkins retourna dans le Mississippi avec plusieurs décorations, la Silver Star, la Bronze Star et le Purple Heart, mais peu de reconnaissance publique. Comme beaucoup de vétérans noirs, il découvrit qu'après avoir combattu pour son pays, celui-ci lui refusait encore des droits et des opportunités fondamentales. Il utilisa les avantages du GI Bill pour étudier le génie mécanique et trouva finalement du travail dans une entreprise automobile à Detroit. Il épousa Eloise Washington, une institutrice avec qui il correspondait durant la guerre, et ensemble, ils élevèrent 3 enfants dans une modeste maison du côté ouest de la ville. Jenkins parlait rarement de la guerre. Son fils aîné, Abraham, nommé d'après le père de Jenkins, raconta plus tard « Papa ne parlait jamais de ce qu'il avait fait dans le Pacifique.
On savait qu'il gardait ses médailles, dans une boîte dans le tiroir de sa commode, mais il ne les exposait jamais et ne s'en vantait pas. Ce n'est qu'à ses funérailles que nous avons appris par d'autres Marines ce qu'il avait réellement accompli. Dans les cercles militaires, cependant, l'innovation de Jenkins perdura. L'école de snipers du corps des Marines à Quantico incorpora dès les années 1950 les techniques de tir depuis des positions élevées dans son programme, même si l'origine en fut simplement attribuée à l'expérience du théâtre du Pacifique. Pendant la guerre du Viet Nam, lorsque les forces américaines furent de nouveau confrontées au combat, en jungle, la tactique du tree line fut redécouverte et réutilisée, sauvant d'innombrables vies. En 1972, près de 30 ans après ses actions en Nouvelle-Guinée, Jenkins reçut une lettre inattendue de Quantico. Le lieutenant-colonel Robert Davidson, commandant de l'école des snipers, avait étudié l'origine de ces tactiques et découvert le rôle de Jenkins. Cher Jenkins, il ressort de rapports d'opération, récemment déclassifiés, que vous êtes à l'origine de ce que nous enseignons aujourd'hui, sous le nom de tactique de déploiement, en position surélevée, à tous nos élèves tireurs d'élite. Vos innovations en Nouvelle-Guinée sont devenues une pierre angulaire de la doctrine moderne du tir de précision. Nous serions honorés que vous envisagiez de visiter notre établissement afin de partager votre expérience avec nos instructeurs et nos étudiants. Jenkins, alors âgé de 51 ans et contremaître sur une chaîne de montage chez Ford, refusa d'abord, mais sa femme le convainquit qu'il était important que toute l'histoire soit enfin racontée. En mai 1972, il se rendit donc à Quantico, où il fut accueilli avec les honneurs longtemps différés. Un jeune instructeur, après avoir entendu Jenkins décrire sa plateforme improvisée dans le Banyan, lui demanda pourquoi il avait risqué sa carrière en désobéissant aux ordres. Jenkins réfléchit un instant avant de répondre. « Parfois le règlement ne correspond pas à ce que tu vois devant toi. Quand ça arrive, il faut faire confiance à ce que tu vois pas, à ce qu'on t'a dit. Les Japonais tuaient mes frères depuis les arbres. Alors c'est là que je devais être pour les arrêter. » Mitchell Page Jenkins s'éteignit en 1989 à l'âge de 68 ans. Son nécrologe dans le Detroit Free Press mentionna à peine son service militaire, notant simplement qu'il était un marine décoré ayant servi dans le Pacifique. Comme tant d'hommes de sa génération, son courage et son ingéniosité restèrent largement méconnus du grand public. Mais dans le monde spécialisé des tireurs d'élite militaires, son héritage perdura. Aujourd'hui encore, les positions de tir surélevé sont la norme dans les doctrines de snipers pour les terrains boisés du monde entier. À Quantico, les instructeurs font parfois référence à certaines techniques sous le nom de position Jenkins, bien que peu se souviennent de l'origine de ce nom. En 2012, l'historienne militaire Dr. Helena Westfield publia Invisible Innovations Forgotten Tactical Developments of World War II, qui comprenait un chapitre consacré à Jenkins et à ses plateformes arboricoles. À travers des entretiens avec des Marines survivants et l'étude minutieuse des rapports d'après-combat, Westfield reconstitua toute l'histoire de cet homme dont la volonté de défier la doctrine avait changé le cours de la guerre dans la jungle. Ce qui rend l'histoire de Jenkins si remarquable, écrivit-elle, ce n'est pas seulement l'efficacité de son innovation, mais le courage moral qu'elle exigeait face à la résistance institutionnelle et aux barrières raciales de son époque. Jenkins a choisi d'agir selon sa conviction qu'il existait une meilleure façon de protéger ses camarades. Ce faisant, il a démontré que le véritable génie militaire ne réside pas dans l'obéissance rigide à la doctrine, mais dans la capacité à s'adapter lorsque les circonstances l'exigent.
Parmi les affaires personnelles retrouvées après sa mort, une lettre du lieutenant Fitzroy, avec qui Jenkins était resté en contact pendant des décennies, résumait peut-être le mieux son héritage. Il y a des hommes qui suivent les ordres et d'autres qui changent le manuel. Jenkins a fait les deux, et c'est pour cela que nous sommes encore là pour le raconter. L'histoire n'oubliera peut-être pas ce que tu as fait ce jour-là en Nouvelle-Guinée, Mitch, mais ceux d'entre nous qui y étaient ne l'oublieront jamais. Tu nous as appris que le courage parfois c'est savoir quand il faut enfreindre les règles et que la sagesse peut venir d'endroits inattendus. Je me suis souvent demandé combien de jeunes hommes sont rentrés chez eux grâce à ton courage ce jour-là, quand tu as grimpé à cet arbre, alors que tout le monde disait de rester au sol. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le corps des Marines des États-Unis a profondément évolué tant dans ses tactiques que dans sa composition. L'intégration raciale des forces armées, ordonnée officiellement par le président Truman en 1948, transforma peu à peu l'armée, passant d'unités ségrégées à une force de combat plus unifiée. Les contributions des Marines noirs comme Mitchell Jenkins, longtemps occultées par les préjugés de l'époque, ont progressivement obtenu reconnaissance grâce aux efforts de vétérans et d'historiens déterminés. Au Musée national du corps des Marines, près de Quantico, Virginie, une petite exposition inaugurée en 2015 reconnaît enfin les tactiques de tir depuis les arbres développés pendant la campagne du Pacifique, accompagnée d'une photographie de Jenkins et d'un bref texte expliquant son innovation. C'est une reconnaissance modeste pour une action qui a sauvé des dizaines, peut-être des centaines de vies américaines. Le docteur James Reese, petit-fils de Jenkins et professeur d'histoire militaire à l'université Howard, veille à ce que les contributions de son grand-père ne soient pas oubliées. Ce qui rend l'histoire de mon grand-père remarquable, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais le moment où il l'a fait, expliquait-il récemment. C'était en 1943. L'armée était encore ségrégée. Les Marines noirs se battaient encore pour le respect, le plus élémentaire, et encore moins pour être reconnus pour des innovations tactiques. Pourtant, dans ce moment de crise alors que des vies étaient en jeu, il a choisi d'agir selon sa conscience, sans se soucier des conséquences pour sa carrière. La technique du perchoir dans la canopée mise au point par Jenkins a depuis évolué en ce que la doctrine militaire moderne appelle le déploiement de tir depuis une plateforme surélevée, désormais enseignée dans la formation standard des tireurs d'élite pour les environnements forestiers ou tropicaux. L'idée fondamentale qu'il faut parfois adopter et perfectionner les tactiques de l'ennemi pour le vaincre reste aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était dans les jungles de Nouvelle-Guinée. L'ancien sergent-chef Raymond Diaz, décédé en 2010 à l'âge de 86 ans, fut sans doute le dernier marine, encore vivant, à avoir été formé directement par Jenkins en 1943. Dans un entretien enregistré pour le Veterans History Project en 2005, il évoquait l'impact que Jenkins avait eu sur lui, jeune marine. « J'étais juste un gamin effrayé de 19 ans, du Bronx, se souvenait-il. Jamais vu de jungle, jamais essuyé de tir. Jenkins m'a pris sous son aile, m'a appris à bouger, à observer, à survivre. Quand il a commencé à grimper dans les arbres pour descendre ses snipers japonais, on l'a tous pris pour un fou. Puis on a vu que ça marchait. Et soudain, on a tous voulu apprendre. » Diaz marqua une pause, les yeux perdus dans ses souvenirs. « Tu sais ce qu'il y a d'ironiquement beau. Chez moi, cet homme noir du Mississippi n'aurait pas pu boire à la même fontaine que moi dans certains États. Mais là-bas, dans cet enfer vert, c'était lui qui nous apprenait à survivre. La guerre a cette façon de balayer les absurdités et de révéler ce qui compte vraiment. L'innovation tactique introduite par Jenkins naquit d'une conjonction unique
entre expérience personnelle et nécessité du champ de bataille. Ces techniques de chasse d'enfance, développées pour la survie dans le Mississippi rural, se révélèrent parfaitement adaptées à la guerre en jungle. Un puissant rappel que l'innovation militaire, efficace, ne vient pas toujours des manuels ou de la doctrine établie, mais souvent des expériences vécues et diverses que chaque soldat apporte avec lui sur le champ de bataille. Jenkins ne chercha jamais la gloire. Dans les rares entretiens qu'il donna vers la fin de sa vie, il répéta toujours qu'il n'avait fait que ce qu'il fallait pour protéger ses camarades. « Je ne suis pas monté dans cet arbre pour faire l'histoire », confia-t-il à un historien militaire en 1996, 2 ans avant sa mort. « J'y suis monté parce que c'était là que je pouvais voir l'ennemi. » Parfois les solutions les plus simples sont les plus difficiles à voir quand on t'a appris à ne regarder que dans une seule direction. Cette perspective, cette volonté de regarder au-delà de la doctrine, établie quand les circonstances l'exigent, demeure l'une des leçons les plus précieuses du parcours de Jenkins. Les institutions militaires, avec leur nécessaire insistance sur la discipline et les procédures standardisées, peinent souvent à s'adapter rapidement aux défis inattendus. Il revient alors à des individus forts de leur expérience et de leur intuition de combler le fossé entre la théorie et la réalité, exactement comme l'avait fait un matin d'août 1943 le sergent Mitchell Page Jenkins dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Le colonel Marcus Harrison, ancien instructeur de tireurs d'élite à Quantico, qui a plus tard étudié les techniques de Jenkins pour leurs applications modernes, fit cette observation. Ce que Jenkins a fait n'était pas seulement efficace sur le plan tactique, c'était une manière fondamentalement différente de penser le problème. Au lieu d'essayer de combattre les Japonais selon notre doctrine, il a reconnu la valeur de leur approche, puis l'a perfectionnée grâce à sa propre expérience. Ce type de pensée adaptative, c'est exactement ce que nous essayons de cultiver chez les Marines d'aujourd'hui. Les 27 tireurs ennemis que Jenkins élimina le 18 août 1943 ne représentent que l'impact immédiat de son innovation. La véritable mesure de sa contribution réside dans les innombrables vies de Marines qui furent sauvées lorsque ces techniques se répandirent à travers le théâtre du Pacifique. À la fin de la campagne, les positions de tir surélevé étaient devenues une pratique standard, réduisant considérablement les pertes dues aux snipers japonais qui avaient jusque-là terrorisé les troupes en progression. Un rapport d'après-combat, déclassifié de la campagne des Philippines, 1944, notait: la mise en œuvre des tactiques de contre-sniper en hauteur a réduit les pertes causées par les tireurs ennemis d'environ 65% par rapport aux opérations précédentes. Bien que le rapport ne mentionnât pas Jenkins par son nom, c'était bien son improvisation qui avait provoqué ce changement majeur d'approche. Pour les forces japonaises, l'adoption soudaine par les Américains de leur propre tactique eut un impact psychologique considérable. Le journal d'un officier japonais, capturé pendant la campagne de Leyte, contenait cette note révélatrice. Les Américains ont appris à se battre comme des fantômes dans les arbres. Nos snipers ne se sentent plus en sécurité. Les chasseurs sont devenus les proies. Mais le témoignage le plus émouvant de l'influence de Jenkins se trouva dans les lettres qu'il reçut, des décennies après la guerre. Dans les années 1970 et 1980, alors que les associations d'anciens combattants aidaient les Marines à reprendre contact, Jenkins commença à recevoir du courrier d'hommes ayant servi dans le Pacifique. « Vous ne vous souviendrez pas de moi », commençait l'une de ces lettres, mais j'étais un remplaçant affecté à la Fox Company en novembre 1943. La première chose que notre sergent nous a dite,
c'est d'apprendre la méthode Jenkins si nous voulions rester en vie dans le pays des snipers. Je suis rentré chez moi grâce à ce que vous avez enseigné à ceux qui m'ont formé. Merci n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. » Une autre lettre disait simplement « J'ai 3 enfants et 7 petits-enfants qui n'existeraient non pas sans ce que vous avez fait dans ces jungles. Que Dieu vous bénisse, sergent Jenkins. Ces reconnaissances personnelles comptaient plus pour lui que n'importe quelle décoration officielle. » Comme le rappela plus tard son épouse, Éloise, ces lettres le faisaient pleurer. Mitchell n'était pas un homme qui pleurait facilement, mais entendre ces garçons devenus des hommes pères et grands-pères, à leur tour, cela le touchait profondément. Dans ces dernières années, Jenkins accepta parfois de parler à des groupes scolaires de Detroit de ses expériences de guerre, bien qu'il minimisât toujours son propre rôle. Il insistait sur l'importance de penser par soi-même et d'avoir le courage d'agir selon ses convictions, même lorsqu'elles allaient à l'encontre de l'autorité établie. Parfois, faire ce qui est juste, ce n'est pas faire ce qu'on t'a dit. De faire, disait-il aux élèves. Tu dois regarder avec tes propres yeux et penser avec ton propre esprit. C'est vrai dans la guerre comme dans la vie de tous les jours. Quand Mitchell Page Jenkins fut inhumé avec les honneurs militaires au Great Lakes National Cemetery à Holly, Michigan, en 1989, son enterrement rassembla non seulement sa famille et ses amis, mais aussi plusieurs anciens Marines, âgés venus de tout le pays, pour lui rendre hommage. Parmi eux se trouvait l'ancien lieutenant Harold Fitzroy, alors septuagénaire, qui déposa sa propre Silver Star sur le cercueil de Jenkins. « Il l'a plus mérité que moi, dit Fitzroy à la veuve de Jenkins. Moi, je me suis contenté de suivre le manuel. Mitch, lui, a eu le courage d'en écrire un nouveau quand c'était le plus important. » L'histoire du sergent Mitchell Page Jenkins et de son innovation, la plateforme de tir dans les arbres, illustre une vérité intemporelle sur la guerre et sur l'ingéniosité humaine. Dans le chaos et la complexité du combat, la victoire dépend rarement d'une stricte obéissance à la doctrine établie. Elle repose plutôt sur la capacité à s'adapter, à innover et à appliquer son expérience personnelle à des situations inédites. Mais cette histoire met aussi en lumière une vérité plus inconfortable de l'histoire américaine. Les contributions des soldats noirs ont souvent été négligées ou délibérément effacées. Leurs innovations furent longtemps attribuées à l'institution militaire, plutôt qu'aux individus qui les avaient réellement conçues. La reconnaissance progressive du rôle de Jenkins dans le développement des tactiques de tir surélevé représente une petite mais significative réparation à ce schéma historique. Aujourd'hui, les snipers du corps des Marines formés à Quantico apprennent toujours à établir des positions de tir en hauteur lorsqu'ils opèrent dans des environnements forestiers. Les détails techniques ont évolué avec les équipements modernes et la balistique numérique, mais l'intuition fondamentale demeure la même. Parfois, il faut affronter l'ennemi sur son propre terrain, puis faire mieux que lui. Cette idée n'a pas changé depuis ce matin humide d'août 1943, quand un jeune sergent originaire du Mississippi décida de grimper à un arbre. Pour les chefs militaires contemporains, l'histoire de Jenkins offre une leçon précieuse. L'efficacité d'une armée repose sur sa capacité à écouter et valoriser la diversité des perspectives en son sein. Sa contribution unique naquit directement de son expérience pré-militaire, une expérience bien différente de celle des officiers qui avaient rédigé les manuels tactiques de l'époque. Cela démontre que l'efficacité militaire ne s'obtient pas en imposant une pensée uniforme, mais en laissant la place à la pluralité des vécus et des approches capables d'enrichir la résolution collective des problèmes.
La docteure Helena Westfield, dans la conclusion de son chapitre consacré à Jenkins, écrivit « Ce qui rend l'innovation possible dans les organisations militaires, ce n'est pas seulement la connaissance technique ou la doctrine tactique, mais aussi les expériences vécues que les soldats apportent de leur vie civile. » Les techniques de chasse de Jenkins, développées par nécessité dans les forêts du Mississippi rural, se révélèrent parfaitement adaptées aux défis de la guerre en jungle. Elles rappellent que la diversité d'expériences n'est pas seulement une valeur sociale, c'est un avantage tactique. En 2017, soit près de 74 ans après ses actions en Nouvelle-Guinée, l'école des tireurs d'élite du corps des Marines donna enfin son nom à son cours avancé de tir depuis une position surélevée, le Jenkins Protocol. Une petite plaque à l'entrée du centre de formation porte sa photographie et une inscription simple, Sergent Mitchell, P. Jenkins Innovation, né de la nécessité, 18 août 1943. Un mémorial modeste pour une action qui sauva d'innombrables vies et influença la doctrine militaire pendant des générations. Mais peut-être est-ce là un hommage à son image, un homme qui n'a jamais cherché la gloire, qui a simplement vu ce qu'il fallait faire, et l'a fait malgré les règles et les risques. Les jungles de Nouvelle-Guinée ont depuis longtemps repris les crêtes, où Jenkins et ses camarades marines ont combattu. Le Grand Banyan, qui lui avait offert sa première plateforme de tir, s'est sans doute effondré et rendu à la terre. Mais les ondes de cette décision, celle de grimper quand les autres restaient au sol, d'innover quand les autres s'en tenaient, au manuel continuent encore aujourd'hui à influencer les tactiques et la formation militaire. En réfléchissant à l'histoire de Jenkins, nous pourrions nous poser ces questions. Aurions-nous eu le courage de briser les règles quand des vies dépendaient de nous? Aurions-nous reconnu la valeur d'une approche qui contredisait tout ce qu'on nous avait enseigné? Aurions-nous eu l'humilité d'apprendre des tactiques de l'ennemi plutôt que de les rejeter? Ces questions demeurent pertinentes pour les chefs militaires d'aujourd'hui, alors que les forces armées du monde s'adaptent à des menaces et à des défis sans précédent. La capacité à innover sous pression, à voir au-delà de la doctrine, quand les circonstances l'exigent, demeure le plus précieux héritage du sergent Mitchell, Page Jenkins, et de cet arbre qu'il avait choisi d'escalader. L'histoire de ce sniper noir américain du Mississippi nous rappelle que parfois la solution la plus efficace ne vient pas du chemin tracé, mais du courage d'en créer un nouveau. Dans la guerre comme dans la vie, la capacité à s'adapter et à innover fait souvent la différence entre l'échec et la réussite, ou entre la vie et la mort. Partagez cette histoire si vous pensez que davantage de gens devraient connaître ces héros méconnus qui ont changé le cours de l'histoire grâce à leur courage de penser autrement quand cela comptait le plus.